Vous connaissez cette douleur si intense qu'elle semble suinter par vos pores et devenir une partie de votre sang. Je l'ai portée pendant 7 longues années, une douleur qui commençait dans mon dos, remontait ma colonne vertébrale et se logeait dans ma gorge. Chaque fois que j'entendais la clé tourner dans la serrure à 18 h le soir, et avec le bruit de cette clé venait la peur, une peur qui, même aujourd'hui, à 71 ans, me réveille en sueur au milieu de la nuit. Bonjour à tous ceux qui écoutent. Avant de commencer mon histoire, je veux partager une nouvelle excitante. Nous avons atteint un jalon important et pour célébrer, je vous invite à partager cette histoire avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Laissez un commentaire constructif sur cette histoire, d'où vous venez, ce que vous ressentez. Chaque partage est comme un câlin qui m'atteint ici. Maintenant, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Marie Dubois, mais les gens ici à Cavaillon, Vaucluse, me connaissent comme les bonbons de Mamie Marie. Je fais des fondants, des pralines aux noix et des britles aux cacahuètes que tout le monde dit être les meilleurs de la région. J'ai mon petit stand au marché de Cavaillon depuis plus de 40 ans. Qui l'aurait cru, n'est-ce pas? La petite fille qui ne savait pas si elle vivrait pour voir le lendemain est maintenant connue pour faire des douceurs qui apportent de la joie aux enfants. Je suis née en 1954 dans une petite maison jaune au bout de la rue des Oliviers, dans la partie la plus pauvre de Cavaillon, petite ville où tout le monde connaissait tout le monde, ou du moins le pensait, car les secrets restaient bien cachés derrière les portes closes. Et notre maison jaune, avec ses fenêtres en bois toujours fermées, gardait les pires. Mon père, Monsieur Étienne, travaillait pour le département comme inspecteur, un homme respecté en ville, avec une main ferme pour taper sur la table, une voix grave qui faisait trembler le sol. Il allait à l'église tous les dimanches, s'asseyait au premier rang, chantait les hymnes plus fort que tout le monde. Il était le premier à arriver aux réunions de quartier, le dernier à quitter le bar du coin, un homme de parole, disait-il, un homme de famille exemplaire. Ma mère, Madame Claire, était institutrice à l'école primaire. Cheveux toujours attachés en un chignon serré, robe sous le genou, ongles coupés courts. Elle avait une posture rigide, une manière de regarder par-dessus ses lunettes qui faisait rentrer dans le rang tout élève indiscipliné. À la maison, elle était silencieuse, obéissante, comme l'ombre de mon père, une ombre qui grandissait et rétrécissait selon son humeur. Nous étions 3 dans la maison jaune. Ma mère avait eu d'autres enfants, mais aucun n'a survécu. J'étais la seule à avoir tenu. Un miracle de Dieu, disait-elle. Parfois, je pense que le vrai miracle aurait été de ne pas survivre. Cela aurait épargné beaucoup de douleurs. La maison était simple mais propre. Je me souviens de l'odeur de la cire à plancher, de l'éclat des quelques meubles, des napperons au crochet que ma mère faisait pour couvrir chaque surface. Il y avait une cour arrière avec quelques pommiers, un cerisier et une bassine à lessive où je jouais les jours chauds. La maison jaune, mon paradis et mon enfer personnel. Jusqu'à mes 7 ans, ma vie était normale. J'allais à l'école, jouais
avec les voisins, aider ma mère avec de petites tâches. Mon père était strict, me donnait une gifle quand je désobéissais, mais rien d'inhabituel pour l'époque. C'est ainsi qu'on élevait les enfants à l'époque, avec des gifles, avec des ceintures, avec des baguettes de saule. Personne ne le remettait en question, mais tout a changé quand j'ai eu 8 ans. Je me souviens du jour exact, c'était mon anniversaire. J'ai reçu une robe bleue à pois blancs et une poupée de chiffon que ma mère avait faite en secret. J'étais si heureuse que j'ai pas remarqué le regard différent dans les yeux de mon père pendant le déjeuner, un regard que j'ai appris plus tard à reconnaître, le regard de quelqu'un qui planifie. Ce soir-là, ma mère est allée à une réunion de prière à l'église. C'était courant. Chaque premier vendredi du mois, il y avait une veillée de prière et elle ne la manquait jamais. J'étais laissée seule avec mon père, quelque chose qui était déjà arrivé. Habituellement, il m'envoyait me coucher tôt et rester dans le salon à écouter la radio. Mais ce jour-là était différent. Viens ici. Marie, m'a-t-il appelé depuis la cuisine? Viens säger ton papa. Je suis allée avec ma nouvelle poupée sous le bras. Il était appuyé contre l'évier, regardant le poêle à bois. Regarde cet évier, petite. Il est sale. Ta mère ne l'a pas bien lavé. J'ai regardé l'évier. Pour moi, il semblait propre. Mais contredire mon père n'était pas une option. Je le dirai à maman quand elle rentrera. Et je dis doucement, non, tu vas le laver maintenant. J'ai essayé d'expliquer que j'étais trop petite, que je ne pouvais pas atteindre correctement, que l'eau froide du robinet faisait mal à mes doigts dans cet hiver doux du Vaucluse. Mais ça n'a servi à rien. Je suis montée sur un tabouret, j'ai commencé à laver la vaisselle, j'ai fait de mon mieux, mais comme tout enfant de 8 ans, j'ai fait des choses d'enfant, renverser de l'eau, laisser du savon sur les assiettes, mal séchées. C'est là que ça commençait. Tu vois, pourquoi ta mère n'a jamais voulu d'autres enfants après toi? Parce qu'elle a vu que t'es bonne à rien. Les mots faisaient plus mal que n'importe quelle gifle. J'ai baissé la tête, continué à essayer de nettoyer. Les larmes brouillaient ma vision. Tu peux même pas faire ça correctement. Inutile. Sais-tu ce qui arrive aux filles inutiles? Elles méritent une punition. Il a pris le balai qui se tenait dans le coin de la cuisine, un balai de paille avec un manche en bois. J'ai pensé qu'il allait me frapper avec sur les jambes, comme il l'avait fait avant, mais c'est pas ce qui s'est passé. Enlève tes vêtements. Je me suis figée. Je n'ai pas tout à fait compris pourquoi une fille de 8 ans enlèverait-elle ses vêtements dans la cuisine. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es sorde. Enlève tes vêtements, maintenant. La peur m'a paralysée. J'ai serré la poupée plus fort. Papa, il fait froid. Enlève ses vêtements. Le cri était si fort que j'ai laissé tomber la poupée par terre. Avec des mains tremblantes, j'ai enlevé ma nouvelle robe. Je suis restée en sous-vêtements, voûtée, essayant de me couvrir avec mes bras maigres. Taout, j'ai enlevé le reste. Et là, nue au milieu de la cuisine, j'ai ressenti une honte que je n'avais jamais connue auparavant, une honte mêlée de peur, de confusion. Pourquoi un père voudrait-il voir sa fille ainsi? Il a pris le balai,
Il a pressé le manche en bois contre mon ventre, a commencé à le descendre lentement. J'ai senti le froid du bois sur ma peau, j'ai fermé les yeux. Regarde-moi, je ne pouvais pas, je gardais les yeux fermés, mon corps tremblant. Regarde-moi, j'ai ouvert les yeux, j'ai vu un homme qui n'était plus mon père. C'était un monstre avec son visage, un monstre aux yeux affamés. Ce qui s'est passé ensuite, je le décrirai pas en détail, parce que j'ai lavé cela il y a longtemps, mais parce qu'il y a des enfants qui écoutent cette histoire et je veux pas mettre dans leur petite tête les images qui vivent encore dans la mienne. Je dirais seulement que ça faisait mal. Ça faisait si mal que j'ai pensé que j'allais mourir. Le manche du balai, il l'a utilisé d'une manière qu'aucun objet ne devrait jamais être utilisé, qu'aucun enfant ne devrait jamais ressentir, qu'aucun père ne devrait jamais faire. Quand c'était fini, je saignais, il a jeté mes vêtements sur moi. Si tu dis quoi que ce soit à quelqu'un, et te tuerai, toi et ta mère, maintenant nettoie ce sol. Je pouvais à peine tenir debout. J'ai nettoyé mon propre sang du sol de la cuisine pendant qu'il retournait au salon, à la radio, comme si rien ne s'était passé, comme s'il n'avait pas détruit sa fille quelques minutes auparavant. Je me suis traînée jusqu'à ma chambre. Je me suis enveloppée dans la couverture. J'ai pleuré jusqu'à ce que je n'ai plus de larmes. La douleur physique était terrible, mais la douleur dans mon âme était pire, parce que je ne comprenais pas qu'avais-je fait de si mal. Pourquoi mon père, qui était censé me protéger, ferait-il cela? Quand ma mère est revenue, j'ai pensé à lui dire, elle est entrée dans ma chambre, a vu que j'étais éveillée. Qu'est-ce qu'il y a? Petite, tu ne dors pas. J'ai ouvert la bouche, mais les mots ne sortaient pas. La peur était plus grande. Et s'il mettait sa menace à exécution, et s'il nous tuait? J'ai fini par juste secouer la tête. Alors dors, tu as l'école demain. Et elle est partie fermant la porte. Juste comme ça, elle n'a pas vu mes larmes, n'a pas remarqué ma peur ou a fait semblant de ne pas remarquer cette nuit-là. Quelque chose est mort en moi, la confiance, la sécurité, l'enfance. J'ai pensé que c'était une chose ponctuelle, une punition pour ne pas avoir bien lavé l'évier. Mais il y avait start dans les semaines qui ont suivi. Chaque fois que ma mère sortait, il trouvait un moyen. Il y avait toujours une excuse. La maison n'était pas propre. Je rentrais tard de l'école. Mes notes n'étaient pas assez bonnes. Prends le balai, disait-il, et j'obéissais parce que pouvait faire une petite fille de 8 ans? Une petite fille contre un homme adulte. Le pire est venu quand j'ai découvert que ma mère savait, ou du moins soupçonnait, une nuit. Je suis rentrée de l'école avec ma jupe sale de boue parce que j'étais tombée sur le chemin. Mon père était furieux. Dans ta chambre, a-t-il ordonné. Tu sais ce qui va arriver? J'y suis allée, tremblante. Il m'a suivie avec le balai. Mais cette fois, j'ai remarqué que la porte ne se fermait pas complètement à travers l'entrebâillement pendant que ça se passait. Pendant que je me tordais de douleur sur le lit, j'ai vu ma mère debout dans le couloir, regardant. Nos yeux se sont croisés au milieu de cette horreur. Elle a vu ma souffrance, ma supplication silencieuse. Et savez-vous ce qu'elle a fait, Ryan?
absolument rien. Elle a fermé la porte lentement et est partie. C'est là que j'ai compris la vraie trahison. C'était pas juste lui, c'était elle aussi, la personne qui était censée me protéger, me défendre, se battre pour moi contre le monde entier, avait choisi de tourner le dos cette nuit-là. J'ai pleuré différemment, pas seulement de douleur, mais d'un abandon complet. J'étais seule au monde, seule contre eux. L'abus a continué pendant des mois, des années, de plus en plus fréquent, de plus en plus violent. Il n'avait plus besoin d'attendre que ma mère sorte. Il le faisait devant elle. Et il est parfois les yeux baissés, parfois avec une étrange lueur dans les yeux, sans jamais intervenir, sans jamais me protéger. Une fois, j'ai essayé de résister, j'avais 10 ans à ce moment-là, un peu plus grande, un peu plus forte. Quand il est venu avec le balai, j'ai poussé, j'ai essayé de courir. J'ai réussi à atteindre la porte d'entrée, mais ma mère a bloqué le chemin. Où penses-tu aller? Marie, laissez-moi sortir. Maman, s'il vous plaît, retourne là-bas. Ton père n'a pas fini. Et elle m'a repoussée vers lui, comme on rend un jouet emprunté. Des changements ont commencé à se produire dans mon corps. Ma poitrine grandissait, mes hanches s'élargissaient. Mes premières règles que j'ai cachées du mieux que je pouvais. J'avais peur que cela aggrave tout. Et c'est ce qui s'est passé. Parce que maintenant mon père avait une nouvelle peur, que je tombe enceinte. Si tu mets un bâtard au monde, je te tuerai, menaçait-il. Je te jetterai dans une rivière où personne ne te trouvera jamais. Mais il continuait avec le balai, il était juste plus prudent, l'utilisait autrement. Il inventait de nouvelles façons de faire mal sans laisser de preuves à l'école. Je suis devenue la fille étrange et silencieuse, toujours en manches longues, même par la chaleur. Assise au fond de la classe, je ne jouais pas à la récréation, ne parlais à personne. MS Notes, qui avaient été bonnes, ont chuté. Je ne pouvais pas me concentrer. Comment prêter attention à la littérature quand tout votre corps fait mal? Comment apprendre les mathématiques quand tout ce à quoi vous pensez est l'horreur qui vous attend à la maison? Les enseignants ont remarqué que quelque chose n'allait pas, bien sûr, mais à l'époque, c'était différent. Ne mets pas ta cuillère dans les disputes de mari et femme. Le dicton s'appliquait à tout. Les problèmes familiaux étaient des problèmes familiaux. Une seule enseignante a persisté, Madame Gine, l'enseignante d'histoire, petite, toujours avec ses cheveux bouclés attachés en arrière, grande lunettes qui glissaient sur son nez. Elle avait une manière différente de me regarder, pas avec pitié, ni avec dégoût, avec compréhension. Un jour, elle m'a appelée après le cours. Marie, tout va bien à la maison? La simple question a failli me briser. Ça faisait si longtemps que personne ne m'avait demandé comment j'allais. J'ai ouvert la bouche pour répondre oui, comme je le faisais toujours. Mais je pas pour... Les larmes sont venues incontrôlables. Non. Et j'ai enfin répondu rien ne va bien. Mais je pas dit plus. Pas ce jour-là. La peur était encore plus grande que la douleur. La peur de ce qu'il ferait s'il savait que j'avais parlé.
La peur qu'il ne me croie pas. Après tout, qui croirait une fille contre 2 adultes respectés, en vie, «Si tu has besoin de parler, je suis là», a-t-elle dit simplement. Et pour la première fois, depuis des années, j'ai senti que je n'étais pas complètement seule. J'avais 13 ans à ce moment-là, 5 ans d'abus quotidiens, 5 ans où mon enfance m'a été volée, mon corps violé, mon âme brisée, 5 ans à regarder ma propre mère, tolérer mon tourment, 5 ans à vouloir mourir chaque nuit et à me réveiller déçue d'être encore en vie le lendemain matin. C'est alors que tout est devenu encore pire. La maison jaune n'était plus seulement mon enfer, elle était devenue ma prison complète. Mon père a commencé à verrouiller les portes quand il partait, à m'interdire de parler à qui que ce soit, le balai, toujours le même, appuyé dans le coin de la cuisine, comme une menace constante. Je le regardais et tremblais, même quand j'étais seule. J'ai commencé à avoir des cauchemars terribles. Je me réveillais en criant, en sueur. Parfois, je mouillais le lit. À 13 ans, ce qui ne donnait que plus de raison pour des punitions à l'école. Je parlais à peine, je vivais à peine, mais une étincelle de colère a commencé à grandir en moi. Une colère qui était petite au début, mais grandissait chaque jour. Colère contre l'injustice, la douleur, la trahison, colère, qui s'est transformée en courage. Quand j'ai réalisé une chose, si ça continue à être comme ça, je ne survivrai pas. C'était aussi simple que ça. Soit je parlais, soit je mourais. C'était un mercredi que tout a changé. Un mercredi ordinaire, ciel bleu, chaleur torride. Le balai avait été utilisé la veille au soir. Après que j'ai fait tomber un verre dans la cuisine, je pouvais à peine m'asseoir sur la chaise de l'école. J'avais tellement mal. Madame Jeanne l'a remarqué. Elle a remarqué ma manière de bouger incomfortable. La façon dont je retenais mes larmes à la fin du cours. Elle m'a demandé de rester à nouveau cette fois. Elle a verrouillé la porte de la classe. Marie, que se passe-t-il chez toi? Je suis restée silencieuse, regardant le sol. Marie, regarde-moi. J'ai regardé, j'ai vu dans ses yeux quelque chose que je n'avais jamais vu dans ceux de ma mère, une compassion véritable. Personne ne mérite de souffrir. Marie, personne, surtout pas un enfant. Si quelqu'un te fait du mal, tu peux me le dire, je t'aiderai. Et alors, après 5 ans de silence, j'ai parlé. Les mots sont venus comme un flot incontrôlé. Seil, dévastateur, je lui ai tout raconté. Le balai, le sang, la douleur, la mère qui regardait la peur constante, les menaces. Tout, elle a écouté sans interrompre, sans juger. Quand j'ai fini, épuisée, elle avait les larmes aux yeux. Je te crois étaient les 3 mots les plus importants que j'avais jamais entendus de ma vie. Je te crois et nous allons arranger cela cet après-midi-là. En rentrant à la maison jaune, j'ai senti quelque chose de différent dans ma poitrine. Je ne connaissais pas encore son nom. Ce n'est que plus tard que j'ai compris que c'était l'espoir. Savez-vous ce qu'est la trahison? La trahison n'est pas seulement l'histoire d'un mari qui trompe. La trahison, c'est quand quelqu'un qui devrait vous protéger vous tourne le dos, quand vous en avez le plus besoin,
c'est pire que n'importe quelle gifle. C'est une blessure au couteau qui ne guérit pas. C'est ce que j'ai vécu avec ma propre mère, Claire, une femme qui enseignait l'alphabet à des centaines d'enfants à Cavaillon, mais qui ne pouvait pas enseigner à son mari que leur fille n'était pas un objet. Une femme qui récitait le chapelet tous les jours, mais fermait les yeux sur le péché qui se passait sous son propre toit. Au début, je pensais qu'elle ne savait pas, qu'elle ne remarquait pas. Comment une mère pouvait-elle voir sa fille de 8 ans boiter de douleur et ne rien demander? Comment pouvait-elle voir les draps tachés de sang et faire semblant que c'était normal? Je me suis inventé 1000 excuses pour elle dans ma tête, qu'elle ne voyait peu, être pas, qu'elle ne comprenait peu, être pas, qu'elle avait peu, être peur aussi. Mais cette nuit-là, quand nos yeux se sont croisés à travers l'entrebâillement de la porte pendant que mon père utilisait le balai, toutes les excuses sont mortes. Elle savait, elle avait toujours su. À l'époque, je venais d'avoir 10 ans. Ça faisait presque 2 ans d'abus quotidiens. Mon corps d'enfant montrait déjà des marques, pas seulement les bleus qui s'effaçaient, mais ceux invisibles qui ne partaient jamais. La façon dont je me recroquevillais quand quelqu'un haussait la voix, l'habitude de dormir sous le lit, pas dessus, la terreur des balais, des portes qui se fermaient, du bruit d'une ceinture. C'est à cette époque que ma mère a commencé à participer plus activement, pas dans l'abus lui-même, seul mon père faisait cela, mais dans la préparation. La logistique, l'après, comme si c'était une partie de la routine domestique, comme laver la vaisselle ou balayer le sol. Marie, va prendre un bain. Ton père arrive bientôt. Elle disait cela avec la même voix qu'elle utilisait pour me dire de faire mes devoirs. Déchimbote. Comme si c'était normal, comme si toutes les maisons de la rue avaient la même routine dégoûtante. J'obéissais, que pouvais-je faire d'autre? Je n'avais nulle part où m'échapper, nulle part où courir. La maison était petite, les fenêtres verrouillées, la porte avec une clé. Et même si je réussissais à sortir, où irais-je? Nous étions isolés. Je n'avais pas de famille à proximité, pas d'amis proches. Je n'avais que l'école. Et même là, j'étais la fille bizarre que personne ne voulait autour. Un après-midi, je suis rentrée de l'école un peu tard. J'avais été retenue parce que l'enseignant m'a demandé de rester pour nettoyer le tableau. Une petite punition pour m'être endormie en classe. Quand je suis entrée dans la maison, ma mère était dans le salon, tricotante, comme si de rien n'était, mais je sentais dans l'air cette odeur lourde de problèmes à venir. Ton père t'attend dans la chambre. Je me suis arrêtée au milieu du salon, mon sac à dos glissant de mes épaules, la peur gelant mon estomac. Maman, s'il vous plaît, j'étais juste en retard parce que je m'en fiche, ils t'attendent. Va maintenant avant que ça empire, empire. Comme s'il y avait une version légère de cette horreur. Maman, j'essayais à nouveau, la voix étouffée. Pourquoi le laissez-vous faire? Pourquoi ne m'aidez-vous pas? Elle a enfin levé les yeux de son tricot, mais je n'ai pas vu d'amour là, dedans. J'ai vu autre chose, de l'irritation. Tidal, tu penses que tu mérites de l'aide. Si tu étais une bonne fille, obéissante, il n'aurait pas besoin de te corriger. Corriger,
c'est ce qu'elle appelait ça. Comme si c'était un ajustement, une correction de cap, comme si enfoncer un manche de balai dans une enfant était une méthode pédagogique. Mais maman, ce n'est pas normal, ça fait mal. Papa devrait pas, j'ai pas fini. La gifle est venue rapidement, cuisante. Elle m'avait jamais frappée avant. Elle avait beaucoup de défauts, mais la violence physique n'en faisait pas partie. Jusqu'à ce jour, tais-toi, tu penses que c'est facile, tu penses que c'est facile pour moi, c'est ton père. Il a le droit et toi, tu le provoques avec ce corps, cette manière. Je me suis recroquevillée, les larmes coulant. Elle disait que c'était ma faute, que moi, une enfant de 10 ans, le provoquais, que je le méritais, que c'était normal. Maintenance va, ne le fais pas attendre plus longtemps. C'était la première fois qu'elle levait la main sur moi. C'était pas la dernière. À partir de là, sa complicité est devenue plus explicite. Elle a commencé à préparer le terrain. Me faisait prendre un bain avant, s'assurer que j'étais présentable pour mon père. Elle refaisait le lit après, lavait les draps tachés, soignait les blessures les plus visibles pour que personne à l'école ne remarque. C'était comme s'il y avait maintenant 2 monstres dans la maison. Passoun, il y a eu une fois, je me souviens bien, où je suis tombée malade, forte fièvre, corps douloureux partout. Probablement une mauvaise grippe, du genre qui met n'importe qui à terre. Je pensais qu'au moins ce jour-là, j'aurais la paix. Ma mère m'a fait du thé, a mis une compresse sur mon front. Pendant un moment, j'ai senti ce soin que chaque enfant mérite. J'ai fermé les yeux, presque soulagée. C'est alors que mon père est entré dans la chambre. J'ai senti le matelas s'enfoncer sous son poids. Quand il s'est assis, j'ai ouvert les yeux, suppliant silencieusement ma mère, suppliant que juste cette fois, une seule fois, elle me protège. Savez-vous ce qu'elle a fait? Elle est partie, a fermé la porte derrière elle, m'a laissée là, brûlante, de fièvre, trop faible pour me battre. Cette nuit-là, les balailles est venue, même si j'étais malade. En fait, c'était pire, parce qu'il a dit qu'il devait sortir la maladie de moi, que c'était le seul moyen, que c'était pour mon bien. Quand c'était fini, ma fièvre avait empiré. Je tremblais, j'étais délirante. J'ai entendu ma mère discuter avec lui de l'autre côté de la porte. Étienne, tu vas tuer la fille comme ça. Et ensuite, quoi, comment l'expliques-tu aux gens? C'était pas de l'inquiétude pour moi, c'était la peur du scandale, de ce que les voisins diraient. Pour elle, je n'étais même pas une personne, j'étais juste une honte publique potentielle. J'étais clouée au lit pendant une semaine. L'école a envoyé une note demandant des nouvelles de mon absence. Ma mère a répondu avec une écriture soignée. Marie a une mauvaise grippe, elle sera bientôt de retour. Signé et tamponné comme si c'était un document officiel. Quand je suis revenue, j'étais plus maigre, plus pâle, plus silencieuse. Si c'était possible, Madame Jeanne me regardait différemment. Je sentais qu'elle remarquait que quelque chose n'allait pas, mais j'avais toujours pas le courage de parler. Pas encore. À 11 ans, j'ai essayé de m'enfuir pour la première fois. J'ai rassemblé quelques affaires dans un sac d'épicerie.
un change de vêtements, une vieille brosse à dents, une poupée de chiffon que j'avais depuis petite. J'ai attendu qu'il s'endorme et j'ai essayé d'ouvrir la fenêtre de ma chambre. Elle était clouée. J'ai essayé la porte d'entrée verrouillée, clé dans leur chambre. J'ai essayé la cuisine. Même chose. Toute la maison était une prison. Ça ne me surprend pas que personne n'ait jamais rien suspecté. Personne ne pouvait entrer. Je ne pouvais pas sortir parfait pour ce qui se passait là-dedans. J'ai pleuré silencieusement, assise sur le sol de la cuisine, le sac pathétique sur mes genoux. Il n'y avait pas d'issue, il n'y en aurait jamais. C'est alors que j'ai remarqué le balai, là, appuyé dans le coin, comme toujours, l'instrument de mon tourment, son arme contre moi. J'ai ressenti une haine que je n'avais jamais ressentie auparavant, une haine brûlante à l'intérieur, mais consumante. J'ai attrapé le balai, j'ai pensé à le casser, à le jeter dans la cour, à le cacher n'importe quoi pour avoir une nuit de paix. Mais à la seconde où je l'ai touché, j'ai entendu des pas. Que fais-tu, mon père, debout dans l'embrasure de la porte de la cuisine, en pyjama, cheveux ébouriffés, yeux injectés de sang. Il s'était réveillé pour prendre de l'eau et il m'a trouvé là, avec le balai à la main. Ce qui s'est passé ensuite était le pire jusqu'alors. C'était pas seulement le balai, c'était la ceinture, c'était la gifle, c'était le poing. Il m'a battue jusqu'à ce que je m'évanouisse. Je me suis réveillée le matin sur le sol de la cuisine, si meurtrie que je ne pouvais même pas ouvrir un de mes yeux. Ma mère m'a trouvée là. Elle a regardé, soupiré. Vois ce que tu fais, vois ce que tu causes. La faute, toujours la faute, comme si moi, une enfant, était responsable de sa maladie. Comme si je l'avais choisi. Je ne suis pas allée à l'école ce jour-là, ni le lendemain. Je suis revenue seulement quand les bleus étaient moins visibles. Ils ont inventé une histoire que j'étais tombée dans les escaliers à la maison. Escalier qui n'existait même pas. Notre maison était de plein pied, mais personne ne l'a remise en question. Sa complicité est devenue de plus en plus explicite avec le temps. Ce n'était pas seulement une omission, c'était une participation active. Elle a commencé à créer des situations, des prétextes. Elle se plaignait à mon père que je n'avais pas bien balayé la cour, que j'avais répondu, que j'avais pris trop de temps pour faire mes devoirs. Marie a besoin de correction. Étienne, c'était leur code, correction. Dégoûtant. J'ai commencé à réaliser qu'elle aimait ça, pas ce qui se passait en soi. Du moins, je veux le croire. Mais le pouvoir que ça lui donnait de me voir punie pour des choses qui n'étaient même pas des erreurs, de me voir souffrir pendant qu'elle regardait supérieure, correct, propre. Un après-midi, je suis rentrée de l'école et elle était différente, agitée, habillée. Elle avait mis sa belle robe qu'elle ne portait normalement qu'à l'église. Aujourd'hui, nous allons chez ta tante Sophie. A-t-elle annoncé ton père travaillera tard? Nous dînerons là, bas aussi. Tante Sophie n'était même pas une vraie tante. C'était une amie à elle qui vivait de l'autre côté de la ville. Nous y allions rarement. Je ne comprenais pas le changement soudain
mais j'ai senti un petit espoir, une nuit loin de la maison. Une nuit sans lui, une nuit de paix. Je me suis préparée rapidement, j'ai peigné mes cheveux, j'ai même essayé de sourire. L'idée de quitter ces murs, même pour quelques heures, était comme un verre d'eau dans le désert. Nous étions presque en train de partir quand mon père est arrivé plus tôt que d'habitude. Il nous a regardés toutes deux prêtes à partir. Où pensez-vous à l'air toutes les deux? C'è Sophie, a répondu ma mère, sa voix déjà soumise juste pour le dîner. Nous serons de retour tôt. Non, j'ai changé d'avis. J'ai besoin de vous deux ici. Et c'était tout. Elle n'a même pas questionné. Elle a enlevé son chapeau, son petit manteau et retourné à la cuisine pour préparer le dîner, comme si ça n'avait aucune importance, comme si la promesse d'une nuit de répit pour sa fille ne signifiait rien. Cette nuit-là, j'ai pleuré dans mon oreiller jusqu'à ce que je m'endorme. Pas à cause de l'abus, ça avait déjà eu lieu, comme presque toutes les nuits. J'ai pleuré à cause de la trahison, à cause de la facilité avec laquelle elle a renoncé à me protéger, à cause de la certitude qu'entre moi et lui, elle choisirait toujours lui. 12 ans, j'avais déjà perdu tout espoir. Je vivais en pilote automatique. J'allais à l'école, rentrais à la maison, me faisais battre, subissais l'abus, dormais, me réveillais, recommençais tout comme un zombie. Les enseignants ont remarqué que quelque chose n'allait pas. Bien sûr, mes notes, qui n'étaient pas bonnes, sont devenues terribles. Je parlais à peine, mangeais à peine, ressemblais à un fantôme errant dans les couloirs. Et je me souviens une fois, quand l'enseignante d'éducation physique a convoqué ma mère à l'école, j'avais refusé de me changer pour l'exercice. Je voulais pas que quelqu'un voie les bleus sur mes jambes. L'enseignante trouvait ça étrange. A insisté, j'ai fini par pleurer dans un coin du terrain. Madame Claire, Marie agit très étrangement. Elle ne participe pas, ne se mêle pas aux autres. Aujourd'hui, elle a eu une crise dans mon cours. Est-il arrivé quelque chose? J'ai espionné depuis la porte. Écoutant la conversation dans la salle des professeurs, j'ai vu ma mère, soignée comme toujours, chignon, parfait, ongles propres, visage de sainte. Marie a toujours été une fille difficile. Enseignante, depuis petite, elle cause des problèmes, elle les mente, invente des histoires, cerca l'attention. Mais les bleus, elle tombe toute seule, trébuchet, se cogne aux choses. Je ne sais pas d'où elle tient cette maladresse. Ni son père ni moi ne sommes comme ça. L'enseignante semblait vouloir dire autre chose, mais a abandonné. Ma mère avait cette manière, vous savez, de faire douter les gens de ce qu'ils voyaient, de retourner la vérité avec une telle conviction que même vous commenciez à y croire. Nous sommes rentrés à la maison en silence. Ce jour-là, quand nous sommes arrivés, elle a enfin parlé. Es-tu satisfaite? Tu m'as presque fait honte à l'école. Que vont-ils penser de moi, de notre famille? Je n'ai pas répondu. Il n'y avait rien à dire. Sa honte était plus importante que ma douleur. Ça l'a toujours été cette nuit-là, pour la première fois. Elle a tout regardé de près, assise sur une chaise dans le coin de la chambre,
observant pendant que mon père utilisait le balai, ses yeux ne quittant jamais les miens, un regard d'avertissement, des menaces, un regard qui disait: vois ce qui arrive quand tu essaies de parler à quelqu'un, c'était la pire nuit de ma vie jusque-là. Pas à cause de la douleur physique, j'y étais déjà un peu engourdie à ce stade. C'était pire à cause du symbolisme, de la confirmation finale qu'il n'y avait personne de mon côté, que tous les deux ensemble étaient un mur insurmontable. Je n'ai plus jamais essayé de parler à quelqu'un à l'école. À quoi? Bon, ma mère nierait, elle me ferait passer pour folle, menteuse, problématique. Et la punition serait pire. Alors je me suis encore plus refermée. Je suis devenue une coquille vide. J'ai appris à quitter mon corps pendant l'abus, à faire semblant que j'étais ailleurs, que j'étais quelqu'un d'autre. J'ai appris à ne pas pleurer parce que les larmes ne faisaient que leur donner plus de plaisir. J'ai appris à être invisible. Même en étant visible, le temps passait 12 ans, 13 ans. Mon corps changeait, l'abus empirait. Maintenant, il y avait une nouvelle inquiétude, la grossesse. Mon père prenait des précautions à sa manière brutale, douloureuse, humiliante. Ma mère aidait, vérifiant mes sous-vêtements tous les mois pour s'assurer que j'avais mes règles. Si tu te retrouves enceinte, je te jetterai dans la rue, menaçait-elle, comme si c'était mon choix, comme si j'avais un contrôle sur quoi que ce soit dans ma vie. Quand j'ai eu certains ans, quelque chose a changé, pas dans la situation, elle restait la même, mais en moi, j'ai commencé à ressentir une colère différente, une colère qui n'était pas seulement du désespoir, mais quelque chose de plus profond, plus dangereux. J'ai commencé à penser à des moyens d'arrêter tout cela, tous les moyens. J'ai pensé à me tuer. J'y suis arrivée très près plusieurs fois. J'ai gardé des pilules que ma mère prenait pour sa tension artérielle. J'ai volé une bouteille de poison pour rat que mon père gardait dans l'armoire du garage. Je regardais la rivière Durance quand je passais sur le pont, imaginant l'eau m'engloutir, m'emmener loin, mais quelque chose m'a arrêté. C'était pas la peur de mourir. Je vivais pratiquement déjà morte. C'était autre chose. Une obstination, une petite mais persistante certitude que je ne méritais pas cette fin, qu'ils étaient ceux qui méritaient de payer, pas moi. C'est à l'âge de 13 ans que j'ai enfin compris un détail crucial de ma prison. Ma mère n'était pas une victime à mes côtés, elle était une geôlière, elle était complice. Elle n'aidait pas mon père, malgré qu'elle m'aimait, elle aidait parce qu'elle me haïssait, peut être parce que j'étais la preuve vivante des problèmes dans leur mariage, peut être parce que j'étais la raison pour laquelle elle ne pouvait pas quitter cette maison et recommencer sa vie, peut être parce que, au fond, elle n'avait tout simplement pas en elle ce qu'on appelle l'amour maternel. La raison n'importait pas. Le fait était qu'elle n'était pas de mon côté. Elle ne l'avait jamais été et ne le serait jamais. Cette perception, aussi douloureuse qu'elle était libératrice. Parce que j'ai compris que je ne pouvais pas compter sur elle pour sortir de cette situation, que j'avais besoin de trouver une autre issue, une autre personne, une autre forme. Et c'est alors que je me suis souvenue des mots de Madame Jeanne, « Si tu as besoin de parler, je suis là ». Était-elle vraiment là?
Y avait-il quelqu'un, quelque part, dans le monde, vraiment de mon côté, est-ce que ça valait le risque? Je n'avais pas grand-chose à perdre. Si je continuais dans cette maison avec ces monstres, je ne survivrais pas longtemps. Si j'essayais de parler et que ça tournait mal, eh bien, au moins j'aurais essayé cette nuit-là, allongée dans mon lit, après un autre abus. J'ai pris ma décision, j'allais parler à Madame Jeanne, j'allais lui dire tout, sans demi-mot, sans euphémisme. La vérité nue, crue. Le pire qui pourrait arriver serait que personne ne me croie. Le meilleur, je n'osais même pas l'imaginer. La liberté semblait un rêve trop lointain. Je me suis endormie avec la décision prise le lendemain. J'irai jusqu'au bout. Ce que je ne savais pas, c'est que Madame Jeanne avait ses propres démons et ses propres armes contre eux. Avez-vous déjà remarqué comment une décision peut tout changer? Comment un simple oui ou non peut bouleverser votre vie? C'est ainsi que c'était ce mercredi d'avril 1967. Moi, Marie Dubois, avec mes 13 ans sur le dos et le poids du monde sur mon âme, je me suis levée du lit, déterminée à faire ce que je n'avais jamais fait auparavant, crier la vérité. Je me suis réveillée avant que le réveil ne sonne. Non pas que j'ai beaucoup dormi, le sommeil était un luxe que je ne connaissais pas depuis des années, mais ce jour-là, il y avait un picotement différent dans mon corps, un mélange de peur et de courage que je n'avais jamais ressenti auparavant. Je me suis préparée soigneusement, j'ai choisi la seule jupe sans tache que j'avais, la blouse la moins délavée. J'ai peigné mes cheveux lentement, regardant dans le miroir fissuré de la salle de bain, qui était cette fille aux yeux creux qui me regardait. Je me reconnaissais à peine. Marie, tu prends trop de temps. La voix de ma mère est venue à travers la porte, toujours à inspecter, toujours à contrôler. J'arrive. Ai-je répondu automatiquement? C'est alors que j'ai remarqué quelque chose d'étrange dans mon reflet, une expression que j'avais pas vue depuis longtemps, la détermination. Je ressemblais à une personne différente. Je paraissais plus âgée, plus forte. Je ressemblais à quelqu'un qui pouvait, oui, changer sa propre histoire. Le petit déjeuner était comme tous les autres, pain sec, café faible, silence, Lord. Mon père était déjà parti pour le bureau du département. Ma mère se préparait pour aller à l'école où elle enseignait. Nous mangions sans parler, comme toujours. Avant de partir, elle m'a donné les instructions habituelles, directement à la maison après l'école. Ne parle à personne sur le chemin. Si tu es en retard, tu sais ce qui t'attend. J'ai hoché la tête, baissé les yeux, comme je le faisais toujours, mais à l'intérieur, pour la première fois, j'ai pensé non. Aujourd'hui, je n'obéirai pas. Aujourd'hui, tout change. Le chemin vers l'école n'a jamais semblé si long. Ce n'était qu'à environ 15 minutes à pied. Mais ce jour-là, chaque pas semblait important, définitif. Comme si chacun me rapprochait non seulement de l'école, mais de la liberté. Je suis arrivée plus tôt que d'habitude. Les couloirs étaient encore vides.
les salles de classe fermées. Je me suis assise sur un banc dans la cour, attendant. Mes mains étaient moites, et si elle ne me croyait pas, et si elle le disait à ma mère, et si tout empirait encore, la peur était réelle. J'avais de bonnes raisons de la ressentir, mais la détermination était plus grande. J'avais atteint un point où le désespoir était si grand que tout changement, même pour le pire, semblait meilleur que de continuer dans cet enfer. La cloche a sonné. Les élèves ont commencé à arriver, bruyants, libres, si différents de moi. J'observais ces enfants normaux, avec des vies normales. Y en avait-il d'autres, comme moi, piégés dans des maisons-prisons avec des parents monstrueux? Le cours d'histoire n'était qu'au 3e créneau. J'ai enduré les 2 premiers cours en pilote automatique, répondant quand on m'appelait, copiant ce qui était au tableau, existant sans vivre. Enfin, c'est arrivé. Madame Jeanne est entrée dans la salle, pile de livres dans les bras, lunettes glissant sur son nez. Elle a salué la classe avec sa bonne humeur habituelle. Elle a commencé à parler de la Révolution française, dates, bataille, noms, je n'entendais pas son mot. Ma tête était trop occupée à répéter ce que j'allais dire, comment j'allais le dire, planifiant chaque mot de cette conversation qui pouvait tout changer. Le cours s'est terminé, la cloche a sonné. C'était maintenant ou jamais. Pendant que les autres élèves sortaient bruyamment pour la récréation, je suis restée assise à ma place, immobile, attendant que tout le monde parte. Madame Jeanne l'a remarqué, bien sûr. Elle m'a regardé par-dessus ses lunettes, avec cette manière qu'elle avait de savoir les choses sans avoir besoin de demander. Quand le dernier élève est parti, elle a fermé la porte. Elle est venue à mon bureau, a tiré une chaise, s'est assise en face de moi. Qu'est-ce qu'il y a, Marie? Veux-tu parler? J'ai ouvert la bouche, mais rien n'est sorti. Des années de silence forcé avaient verrouillé ma langue. Des années de menaces me faisaient hésiter. Tu n'as pas besoin d'avoir peur, a-t-elle dit. Savoix, calme. Quoi que ce soit, tu peux me le dire. J'ai pris une profonde inspiration. C'était maintenant, mon père m'abuse, ai-je dit. D'un coup, depuis des années, les mots sont sortis vite, presque sans respirer, comme si je m'arrêtais pour réfléchir. Je ne pourrais plus les dire. Je m'attendais à voir du choc sur son visage, de l'incrédulité, du dégoût, n'importe quelle réaction que les gens normaux ont quand ils entendent quelque chose d'aussi horrible. Mais je n'ai vu rien de tout cela. J'ai vu de la compréhension, comme si elle savait déjà, opéra, comme si elle comprenait personnellement. Comment fait-il cela? Marie, veux-tu me le dire? C'est important. C'était la première fois que quelqu'un me demandait les détails sans douter de moi, sans me faire sentir coupable, sans remettre en question si j'inventais. Et alors, je lui ai raconté, je lui ai parlé du ballet, des années de douleur, de ma mère qui regardait, participer. Je lui ai parlé des menaces, de la peur constante, de la prison qui était ma maison. J'ai tout raconté, sans filtre, sans m'arrêter. Les mots sont sortis comme l'eau d'un barrage qui seront violence, incontrollables, dévastateurs. Quand j'ai fini, j'étais essoufflée, épuisée,
comme si j'avais couru un marathon. D'une certaine manière, je l'avais fait, un marathon de 5 ans. Et j'avais franchi une ligne d'arrivée. Madame Jeanne n'a rien dit pendant un moment. Ses yeux, derrière ses grandes lunettes, étaient larmoyants. Mais c'était pas seulement de la tristesse que je voyais là. C'était une colère contrôlée, une indignation. Je te crois, attelle, enfin, dites chaque mot, 3 mots simples qui ont tout changé. Je te crois et nous allons arranger cela. J'ai pleuré, pas de douleur, comme j'avais pleuré tant de fois, mais de soulagement, d'un poids immense en partagé, d'une vérité dite et acceptée. Que se passe-t-il maintenant? Ai-je demandé entre les sanglots maintenant? Nous allons te sortir de là, me sortir de là. L'idée semblait si impossible, si éloignée de ma réalité que je pouvais à peine la comprendre. Comment? Où irais-je? Et s'il ne me laissait pas, et si personne ne me croyait, les questions sortaient incontrôlées. La peur revenant, mêlée d'un petit espoir grandissant. Une chose à la fois, a-t-elle dit fermement. D'abord, nous avons besoin de preuves. Des preuves, oui, je sais que c'est difficile, mais nous devons montrer ce qui se passe. Ta parole contre la leur, malheureusement, ça ne suffira pas. Elle avait raison, bien sûr. Ma mère était une enseignante respectée. Mon père, un employé du département, des citoyens exemplaires aux yeux de tous. Qui croirait une enfant troublée contre 2 adultes respectables? Quel genre de preuves? Les bleus, nous devons les documenter. Et elle a hésité, comme si elle prenait une décision difficile. J'ai besoin de te dire quelque chose, Marie, quelque chose que peu de gens savent. Jag, attendo, curieuse, malgré la peur, quand j'avais à peu près ton âge, j'ai traversé quelque chose de similaire. Ce n'était pas mon père, c'était mon beau-père et ma mère, comme la tienne, faisait semblant de ne pas voir. Mes yeux se sont écarquillés. Madame Jean, l'enseignante la plus respectée de l'école, avec ses manières irréprochables, ses cours toujours préparés, sa vie apparemment parfaite. Comment vous en êtes-vous sorti? Comment avez-vous fait? Elle a souri, un sourire triste. Je m'en suis pas sortie, pas de la bonne manière. Et me suis foyer. J'ai vécu dans la rue pendant un temps. J'avais faim, froid. J'ai fini par être recueillie par une famille qui m'a laissé dormir dans la remise à l'arrière. En échange de travail, j'ai étudié en secret, obtenu mon diplôme. Je suis devenue enseignante, mais je ne l'ai jamais dénoncé. Je n'ai jamais vu la justice rendue. Et votre beau-père, il est mort des années plus tard, sans jamais payer pour ce qu'il a fait. Et ma mère a vécu le reste de sa vie en faisant semblant que rien ne s'était passé. À ce jour, elle évite de me parler. Le rappel vivant de son échec en tant que mère, j'ai absorbé tout cela en silence. Madame Jean, mon enseignante, la femme la plus forte que je connaissais, avait aussi été une fille abusée, avait aussi souffert. Et pourtant, elle était là, entière, aidant les autres. C'est pourquoi vous vous êtes intéressé à mon cas,
Oui, j'ai reconnu les signes, le regard vide, les bleus toujours expliqués, la peur constante. Je me suis vue en toi. Et que faisons-nous maintenant? Elle a ajusté ses lunettes, pensive. Je ne te laisserai pas suivre le même chemin que moi. Je ne te laisserai pas t'enfuir sans direction, sans protection. Nous allons le faire différemment. Nous allons le faire de la bonne manière. La bonne manière, cela existait-il dans des cas comme le mien? J'ai une amie avocate. Elle travaille sur des cas d'abus d'enfants. Je vais lui parler aujourd'hui, mais nous avons besoin de preuves. Marie, quelque chose de concret. Je peux montrer les bleus. Oh, il est propoché. J'ai des marques partout. Elle a hoché la tête, le visage sérieux. Tchaïde. Mais idéalement, nous les attraperions en flagrant délit, avoir quelque chose qu'ils ne peuvent pas nier, attraper en flagrant délit. L'idée me donnait des frissons. Cela signifiait passer par un autre abus, une autre session d'horreur avec le balai. Plus de douleur, j'ai peur. Oh, il y a confessé. Je sais. Et si tu ne veux pas, nous trouverons un autre moyen, mais réfléchis à ceci, ce pourrait être ta seule chance de vraiment mettre fin à cela, die rendre justice, pas seulement pour toi, mais peut être pour d'autres enfants qu'ils pourraient blesser à l'avenir, d'autres enfants. Je n'y avais jamais pensé. Et s'ils adoptaient un autre enfant après mon départ, et s'ils faisaient à une autre fille ce qu'ils m'avaient fait, que dois-je faire? Elle m'a expliqué le plan. C'était risqué, dangereux, mais ça pouvait marcher. Es-tu sûre de vouloir faire cela? Je ne te mentirai pas. Ce sera difficile. Devoir passer par là, une fois de plus. Si c'est la dernière fois, ça en vaut la peine. Ai-je répondu avec une fermeté dans ma voix que je ne reconnaissais pas. Si c'est pour en finir une fois pour toutes, je peux endurer une nuit de plus. Elle m'a serré la main, un simple geste de solidarité, le premier contact humain véritablement affectueux que j'avais reçu depuis des années. Tu es très courageuse, Marie, plus courageuse que je ne l'étais à ton âge. Je me sentais pas courageuse, je me sentais terrifiée, mais aussi, pour la première fois, pleine d'espoir. Ich habe un plan. J'avais une alliée, j'avais une chance. Le reste de la journée s'est passé dans un brouillard. Je suis rentrée à la maison après l'école. Comme toujours, j'ai fait mes devoirs. Aidée dans la cuisine, me suis comportée exactement comme n'importe quel autre jour. À l'intérieur, il est tremblais. À l'intérieur, je, je comptais les heures. Mon père est arrivé. Nous avons dîné en silence. Comme toujours, ma mère parlait de l'école, d'une réunion des enseignants. Il parlait du bureau du département, d'un problème avec un appel d'offres pour l'asphalte. Conversation normale, conversation de famille normale, l'hypocrisie de tout cela, le théâtre qui jouait, même pour eux-mêmes, me donnait la nausée. Comment pouvaient-ils faire, semblant que nous étions une famille ordinaire, alors que la nuit, il entrait dans ma chambre avec un balai à la main. Après le dîner, ils m'ont dit de prendre un bain et d'aller me coucher. J'ai obéi. Je me suis allongée dans le lit, cœur battante, main moite. Et ce qui ça marcherait.
est-ce que ce serait vraiment ma dernière nuit dans cet enfer? Vers 22 heures, j'ai entendu ses pas dans le couloir, le grincement de la porte qui s'ouvrait, le bruit du balai appuyé contre le mur. Lève-toi, sa voice, comme toujours, Freud, autoritaire, de quelqu'un qui sait qu'il sera obéi. J'ai obéi, comme toujours. J'ai regardé une dernière fois la fenêtre, la nuit des horses, la liberté qui peut être enfin était à portée de main. C'était le moment de tout arrêter. Ce qui s'est passé dans les 2 heures suivantes était horrible, comme toujours. La différence, c'est que cette fois, pour la première fois, cela avait un but. Chaque seconde de douleur était une seconde plus près de la liberté. Chaque larme versée était du carburant pour ma détermination. Et à la fin, quand tout était fini, quand il a quitté la chambre, satisfait d'une autre nuit de torture, je ne me sentais pas vaincue, comme toujours. Je me sentais victorieuse parce que je savais que ça avait été la dernière fois que cet homme me touchait, la dernière fois que ce balai me faisait mal, la dernière fois, le plan était en marche et rien ne serait plus jamais pareil. Le lendemain, je suis allée à l'école, comme toujours, sauf que cette fois, je portais plus que des livres dans mon sac à dos. Je portais les preuves dont nous avions besoin et la certitude que j'étais sur le point de briser les chaînes qui m'avaient retenue si longtemps. Madame Jeanne m'attendait à la porte de l'école. Dans ses yeux, je voyais la même détermination que je ressentais dans les miens. Nous n'étions plus seulement enseignantes et élèves, nous étions des compagnes de bataille, des survivantes d'une guerre que beaucoup prétendaient ne pas exister. Es-tu prête? A-t-elle demandé. J'ai pris une profonde inspiration. Un monde entier de possibilités s'ouvrait devant moi, un monde sans balai, sans douleur, sans trahison, plus que prête. Ensemble, nous avons marché dans l'école, loin du cauchemar, vers la liberté dont j'avais rêvé si longtemps. La fille silencieuse avait enfin une voix, et cette voix, après être restée silencieuse si longtemps, était prête à faire du bruit. Certains disent que l'enfer est ce qui vient après la mort, mais je connaissais déjà l'enfer dans la vie, et ce jour-là, j'étais prête à fermer ses portes pour toujours. Je suis arrivée à l'école avec le corps douloureux de la veille, mais avec une nouvelle force à l'intérieur, sac à dos sur les épaules, pas seulement avec des cahiers, mais avec l'épreuve qui changerait tout. J'ai rencontré Madame Jeanne avant le premier cours, dans un coin de la cour où personne ne pouvait nous voir. As-tu réussi? A-t-elle demandé, l'inquiétude gravée sur son front ridé? J'ai sorti un tissu enveloppé de mon sac à dos. À l'intérieur, la preuve dont nous avions besoin, une pièce dégoûtante, terrible, mais nécessaire, le même balai qui avait été utilisé sur moi la veille, avec des marques qui ne laissaient aucun doute sur ce qui s'était passé. Mon Dieu, a murmuré Madame Jeanne, les yeux écarquillés derrière ses lunettes, et n'a pas remarqué qu'il manquait. Je l'ai remplacé par un similaire que j'ai trouvé dans la réserve de l'école la semaine dernière. Jusqu'à présent, ils n'ont rien remarqué. Ça avait été un plan risqué. Pendant des semaines, j'avais observé le placard de fourniture de l'école. J'avais remarqué qu'il y avait plusieurs vieux balais là-dedans, accumulant
la poussière. Un jour, quand le concierge a laissé ouvert, j'en ai pris un, les cacher dans mon sac à dos, les ramener à la maison. Et après l'abus de la veille, j'ai fait l'échange pendant que tout le monde dormait, une opération dangereuse qui aurait pu mal tourner si quelqu'un s'était réveillé. Mais ils ne se sont pas réveillés et maintenant nous avions la preuve irréfutable de ce qui se passait dans cette maison jaune. Nous avons plus, j'ai montré les bleus récents, les marques sur mes cuisses, sur mon dos, à des endroits qu'aucune chute accidentelle ne pouvait justifier. J'avais pris des photos cachées avec l'appareil photo que Madame Jeanne m'avait prêté quelques jours avant. Tu as été très courageuse, a-t-elle dit, rangeant les preuves dans un dossier spécial. Maintenant, c'est à moi de faire ma part. Nous avons convenu de la prochaine étape. Je rentrerai à la maison, normalement après l'école, comme si rien n'avait changé. Je suivrai la routine habituelle. Pendant ce temps, Madame Jeanne apporterait les preuves à son amie avocate. Elles iraient à la police, au tribunal pour mineurs, à qui que ce soit d'autre nécessaire. Combien de temps cela prendra-t-il? Ai-je demandé, anxieuse. L'idée de passer une autre nuit dans cette maison me donnait des frissons. Je ferai de mon mieux pour que ce soit aujourd'hui, mais ça pourrait prendre un peu plus longtemps. Ça dépend de la bureaucratie. Desgens de service. Peux-tu tenir encore un peu? Je pouvais, bien sûr que je pouvais. J'avais enduré 5 ans. Je pouvais endurer quelques heures de plus, sachant que c'était proche de la fin. Fais juste attention à ne pas les laisser remarquer quelque chose de différent. Continue à agir normalement. S'il soupçonne que quelque chose a changé, elle n'avait pas besoin de compléter la phrase. Je savais ce qui arriverait. S'il soupçonnait, j'avais la cicatrice de la dernière tentative d'évasion pour me le rappeler. Je ferai semblant que rien n'a changé. Ai-je promis? Fais tout comme toujours. L'école s'est passée dans un brouillard ce jour-là. Je ne pouvais prêter attention à rien. Mon esprit était trop occupé par ce qui allait venir, par la possibilité réelle de libération, par la peur que quelque chose tourne mal. Quand la cloche a sonné pour le dernier cours, j'ai senti un frisson dans l'estomac. C'était l'heure de retourner à la maison jaune, peut-être pour la dernière fois sur le chemin. Tout semblait différent. Les mêmes skizements, mais vus avec des yeux différents, les mêmes voisins qui faisaient signe, mais avec une autre perspective. Savait-il, soupçonnait-il, ou croyait-il vraiment que nous étions une famille ordinaire, normale, heureuse? Je suis arrivée à la maison à l'heure habituelle. Ma mère était déjà là, corrigeant des tests à la table de la cuisine. Elle m'a regardée par-dessus ses lunettes. Prépare-toi, ton père rentre tôt aujourd'hui. Des gens de la capitale régionale viennent en visite. Des visiteurs, c'était rare. Pendant un moment, je me suis demandé si cela compliquerait le plan, mais peut-être que ce serait mieux ainsi, avec des gens dans la maison. Ils ne pourraient rien me faire, au moins pour une nuit. Je serais en sécurité. Je me suis préparée comme ordonné. J'ai mis la robe bleue que je portais pour les occasions spéciales. En réalité, la seule robe en dehors de l'uniforme scolaire qui m'allait encore. J'ai peigné mes cheveux, lavé mon visage. Dans le miroir, Je Ei Bura, même fille, Kitsumo.
mais les yeux étaient différents. Ils avaient un nouvel éclat, l'éclat de quelqu'un qui sait qu'il est sur le point d'être libéré. Mon père est arrivé à 6 heures, comme annoncé avec lui, un couple que je n'avais jamais vu. Un homme en costume, une femme élégante, des gens de la capitale régionale, comme ma mère l'avait dit, Voici Marie m'a présenté mon père, sa main sur mon épaule, serrant trop fort. Un avertissement silencieux pour que je me comporte. Notre fille, quelle belle jeune fille, a dit la femme, Souriant, Quel âge as-tu, ma chère? 13 ans. Ai-je répondu aussi poliment que possible, Ah, le meilleur âge, tu es presque une jeune femme. Si elle savait seulement, si elle pouvait imaginer que cette presque jeune femme avait déjà vécu plus d'horreur que beaucoup d'adultes. Le dîner était une performance théâtrale parfaite. Ma mère servait Souriant, mon père racontait des histoires sur la ville, sur la politique locale, la cupoleriate, complimentait la nourriture, posait des questions, une scène d'une famille normale qui me donnait envie de vomir. À un moment, j'ai remarqué que l'homme m'observait avec curiosité, pas le regard dégoûtant que j'avais vu chez d'autres, le regard de prédateur que mon père avait aussi, c'était un autre type de regard, comme si il essayait de résoudre une énigme. Et toi, Marie, aimes-tu l'école? La question m'a prise par surprise. Rarement quelqu'un s'intéressait à ce que je pensais ou ressentais. Oui, monsieur, j'aime étudier. Quelle est ta matière préférée? L'histoire, ai-je répondu sans hésiter. La matière de Madame Jeanne. Le seul cours où je me sentais en sécurité, l'histoire, fondamentale pour comprendre le présent et construire l'avenir, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête, ne sachant pas exactement quoi dire. Je n'étais pas habituée aux conversations normales. Marie va devenir enseignante, comme sa mère, a interrompu mon père, changeant la direction de la conversation. Elle est déjà sur ce chemin, n'est-ce pas? Ma fille, nous n'en avions jamais parlé, nous n'avions jamais discuté de mon avenir. Comment le pourrait-il? Dans leur monde, je n'avais pas d'avenir. J'étais juste un objet, une chose, une propriété. Oui, papa. Et je répondis, yeux baissés, comme attendu. La conversation a continué, maintenant axée sur d'autres sujets, politique, économie, la visite du gouverneur qui était prévue, des sujets d'adultes qui n'incluaient pas la fille silencieuse assise à la table. Après le dîner, j'ai été envoyée dans ma chambre pendant qu'il continuait à parler dans le salon. J'ai obéi, soulagée de pouvoir sortir de ce théâtre. Dans la chambre, je me suis assise sur le lit, regardant la fenêtre. C'était une nuit claire, étoilée. Je me demandais si bientôt je pourrais regarder les mêmes étoiles depuis un autre endroit, un endroit sans peur. J'étais presque endormie quand j'ai entendu un bruit à la porte d'entrée, des voix élevées, quelqu'un frappant, cœur battante. Je me suis approchée de la porte de la chambre, essayant d'écouter que signifie cela. La voix de mon père, altérée. Vous pouvez pas entrer chez moi comme ça.
Nous avons un mandat, Monsieur Dubois, une voix inconnue, ferme, officier. J'ai retenu mon soufflet. C'était en train de se passer. Le plan avait fonctionné. Ils étaient venus me chercher. Les minutes suivantes étaient chaotiques. Les voix augmentant en volume, ma mère pleurant, des portes claquantes, et puis des coups à la porte de ma chambre. Marie, es-tu là, dedans? Une voix féminine que je ne connaissais pas. Oui. Ai-je répondu, ma voix tremblante, peux-tu ouvrir la porte, s'il te plaît? Nous sommes des services de protection de l'enfance. Nous sommes ici pour t'aider. J'ai ouvert la porte avec des mains tremblantes. De l'autre côté, une femme d'âge moyen, cheveux gris, expression douce. Derrière elle, 2 officiers de police. Bonjour, Marie, je m'appelle Docteur Hélène. Nous sommes venus te chercher. D'accord, tu n'as pas à avoir peur. Tu n'as pas à retourner dans cette maison si tu ne veux pas. Je ne pouvais pas répondre. Les larmes sont venues, incontrolables. Pas de peur ou de tristesse, mais de soulagement, de libération. Peux-tu prendre tes affaires, tout ce que tu veux emporter? Je n'avais pas grand-chose, quelques vêtements, un cahier d'école, une vieille poupée de chiffon. Tout tenait dans un petit sac, c'est tout. A demander docteur Hélène, surprise de si peu, c'est tout ce dont j'ai besoin. Ai-je répondu honnêtement. Dans le salon, la scène était surréaliste. Mon père, toujours si puissant, si craint, était menotté. Ma mère pleurait dans un coin, interrogée par un autre officier de police. Le couple de visiteurs, que je comprenais maintenant ne pas être de simples visiteurs, observaient tout avec des expressions sérieuses. Quand ils m'ont vu, mes parents ont réagi de manière opposée. Ma mère a détourné le regard, incapable de me faire face. Mon père m'a fixée. La haine débordant, menteuse, ingrate. Après tout ce que nous avons fait pour toi, Tarisez-vous, monsieur, a ordonné un des officiers de police. Vous êtes déjà dans une situation assez compliquée. Docteur Hélène m'a guidée à travers la maison, une main douce sur mon dos. Nous sommes passés par la cuisine. J'ai remarqué que dans le coin où le balai était toujours, il y avait maintenant qu'un espace vide. La preuve avait été recueillie. À la sortie, mes yeux ont croisé ceux de ma mère. Une dernière fois, j'ai pas vu de regret là, dedans, ou d'amour. Je n'ai vu que de la peur, peur du scandale, de la honte, de ce que les voisins diraient. Même à la fin, son inquiétude n'était pas pour moi. Allons-y, Marie. Docteur Hélène m'a guidée vers une voiture officielle, garée devant la maison. Je suis montée sans regarder en arrière. La maison jaune, ma prison, pendant tant d'années, devenait de plus en plus petite dans le rétroviseur. Avec elle, une vie de douleur, dans la voiture, assise parmi des gens que je ne connaissais même pas, mais qui me traitaient déjà avec plus d'humanité que mes propres parents. J'ai enfin respiré, un soupir profond, comme si je respirais pour la première fois. Où allons-nous? Et je demandais, réalisant que je ne savais pas ce qui allait se passer maintenant. À l'hôpital d'abord, a expliqué docteur Hélène, nous devons t'examiner. Ensuite, nous t'emmènerons dans un endroit sûr,
un refuge temporaire jusqu'à ce que nous résolvions ta situation de manière permanente. Hospital, refuge, des mots qui devraient me faire peur, mais qui sonnaient comme de la musique. N'importe quel endroit était meilleur que la maison jaune. Et mes parents, ton père sera détenu, ta mère, eh bien, cela dépendra de l'enquête, de ton témoignage aussi. Mon témoignage, mes mots auraient enfin du poids, seraient enfin entendus, considérés. Cross, il y a une enseignante et je commençais hésitante. Madame Jean, elle m'a aidée, j'aimerais la voir. Oui, nous connaissons Madame Jeanne. En fait, elle nous attend à l'hôpital. C'est elle qui nous a apporté ton cas. J'ai souri. Pour la première fois depuis longtemps, Madame Jeanne avait tenu sa promesse. Elle m'avait aidé à m'échapper d'une manière qu'elle-même n'avait pas pu gérer quand elle était jeune. L'hôpital était grand, bien éclairé, plein de gens. Ils m'ont emmené dans une salle réservée où une doctoresse m'a examinée avec soin et respect. Elle a pris des photos des blessures, a tout noté, a posé des questions difficiles mais nécessaires. Quand elle a fini, elle a dit des mots que je n'ai jamais oubliés. Tu es très forte, Marie, plus forte que beaucoup d'adultes que je connais. Je ne me sentais pas forte. Je me sentais petite, effrayée, perdue, mais aussi, pour la première fois depuis des années, je me sentais en sécurité. Après l'examen, ils m'ont emmenée dans une autre salle et là, elle était Madame Jean, cheveux attachés en arrière, comme toujours, lunettes sur le bout du nez, un sourire fatigué mais satisfait. Tu l'as fait. Je me suis précipitée pour l'enlacer, quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. Non, Marie, nous l'avons fait. Tu as fait la partie la plus difficile. Nous sommes restés enlacés un moment. Deux survivantes du même genre d'enfer, deux générations unies par la douleur, mais aussi par l'espoir de jours meilleurs. Que s'est-il passé? Et je demandais, quand nous nous sommes enfin séparés, comment tout s'est passé si vite. Elle m'a raconté, pendant que nous mangions une collation que quelqu'un avait apportée, elle m'a dit qu'elle avait pris le balai et les photos à son amie avocate, qui était horrifiée, qu'elles étaient allées directement au tribunal pour mineurs, où elles ont trouvé une juge sensible au cas d'abus, que la juge, voyant les preuves irréfutables, avait immédiatement émis un mandat de perquisition et de saisie, une arrestation préalable pour mon père et une décision que ma mère quitte la maison jusqu'à ce que son degré d'implication soit clarifié. Et tu sais, le couple qui était chez toi, c'était des travailleurs sociaux. Sous couverture, ils étaient là pour observer la dynamique familiale avant l'arrivée de la police. C'était une coïncidence qu'ils soient parus juste aujourd'hui. Ton père les avait invités pour une réunion sur un projet du département. Ça a fini par être parfait pour le timing de l'opération. C'est pourquoi l'homme me regardait de cette manière étrange. Il ne me jugeait pas. Il m'évaluait, cherchant des signes d'abus, de peur, de souffrance. Et maintenant, que va-t-il m'arriver? Pour l'instant, tu vas aller dans un refuge. Mais elle a hésité, comme si elle ne savait pas si elle devait continuer. J'ai parlé à la juge. J'ai demandé l'autorisation d'être ta tutrice temporaire.
Si tu veux, bien sûr, j'étais sans voix. Vivre avec Madame Jeanne, c'était plus que ce que je pouvais espérer, plus que ce que j'osais rêver. Tu ferais ça pour moi, je le ferai avec toi. Marie, c'est pas de la charité, c'est de la justice. C'est te donner la chance que je n'ai pas eue quand j'étais dans ta situation. J'ai mordu mes lèvres pour ne pas pleurer à nouveau. Je n'avais plus de larmes de toute façon. J'étais vide et pleine en même temps, vide de peur, pleine de possibilités. Je veux ça, je le veux vraiment. Elle a souri, ce sourire doux qui m'avait donné de l'espoir dès le début. Alors nous demanderons à la juge, je suis sûre qu'elle le considéra sérieusement. Cette nuit-là, j'ai dormi dans une chambre au refuge. C'était simple, avec plusieurs lits, d'autres filles dans des situations similaires à la mienne, mais c'était propre, c'était sûr. Et pour la première fois depuis des années, j'ai dormi sans peur. Je me suis réveillée avec la lumière du soleil entrant par la fenêtre. Pendant un moment, j'étais désorientée. Où étais-je? Pourquoi n'étais-je pas dans la chambre sombre de la maison jaune? Et puis je me suis souvenue, j'étais libre. Le cauchemar était fini. Les autres filles se préparaient déjà pour le petit déjeuner. Certaines me regardaient avec curiosité, d'autres avec indifférence. Chacune avait ses propres histoires, ses propres traumatismes. Nous étions différentes, mais aussi similaires, des survivantes. Ce jour-là, j'ai été emmenée pour témoigner officiellement à l'unité de protection de l'enfance. C'était difficile, douloureux. Raconter tout encore une fois à des étrangers, voir leur réaction d'horreur, de compassion, parfois de doute, mais je l'ai fait. J'ai tout raconté sans rien omettre. Le balaï, les nuits, ma mère qui regardait les années de silence forcé. Quand j'ai fini, le détective, un homme d'âge moyen qui ressemblait à un père de famille, a dit quelque chose qui m'a marqué. Ton témoignage aidera à les condamner, Marie, mais plus important encore, il aidera à sauver d'autres enfants. Ton courage ouvre des portes pour beaucoup d'autres signalements. Je me sentais pas courageuse, je me sentais juste soulagée d'être enfin loin d'eux, de pouvoir enfin parler, d'être enfin entendue. L'après-midi, j'ai reçu une visite inattendue au refuge. Docteur Hélène, la travailleuse sociale, accompagnée de Madame Jeanne et une femme que j'ai vite découvert être la juge de mon cas, Marie, a dit la juge. Après les présentations, j'ai analysé ton cas avec urgence, vu la gravité de la situation et le risque évident de te garder dans l'environnement familial. J'ai accordé la garde temporaire à Madame Jeanne. Si tout est d'accord, bien sûr, j'ai regardé Madame Jeanne qui souriait, nerveusement. Elle voulait vraiment m'accueillir, prendre soin de moi, être ma famille. J'accepte, plus qu'accepter. La juge a souri, soulagée. Bien, tu peux partir aujourd'hui. Il faudra continuer le processus légal. Bien sûr, il y aura d'autres témoignages. Audiences. Tes parents ont droit à une défense, mais tu n'as pas besoin de les revoir. Sauf si tu le veux. Je ne voulais pas. Je ne voulais jamais revoir ces visages, entendre ces voix à nouveau. Je voulais oublier. Recommencer. Renaître, pouvons-nous y allier
ai-je demandé, anxieuse. Oui, a répondu Madame Jeanne. Rentrons à la maison. Maison, le mot avait un nouveau sens maintenant. Il était plus synonyme de peur, de douleur, de prison. C'était la promesse de quelque chose de différent, d'une nouvelle chance. J'ai rassemblé mes quelques affaires et dit au revoir aux autres filles du refuge. Certaines n'ont pas réagi, trop plongées dans leur propre traumatisme. D'autres ont souri, m'ont souhaité bonne chance. L'une, plus âgée, m'a enlacée et a murmuré n'oublie pas ceux d'entre nous qui sont encore là quand tu seras dehors. Ya no oublieres pas. Comment le pourrais-je? Elle faisait partie de mon histoire maintenant, partie de mon voyage. Dans la voiture, en allant chez Madame Jeanne, j'ai regardé par la fenêtre. Les rues semblaient différentes. Toute la ville semblait différente. Plus colorée, plus vivante, plus pleine de possibilités. Es-tu prête pour une nouvelle vie, Marie? A demandé Madame Jeanne. Me regardant dans le rétroviseur, j'ai pris une profonde inspiration, une vie sans balai, sans cri dans la nuit, sans trahison maternelle, une vie avec l'école, avec des rêves, avec un avenir. J'étais plus prête que jamais et ainsi a commencé mon nouveau voyage. Le chemin ne serait pas facile. J'avais beaucoup à traiter, beaucoup à guérir, beaucoup à apprendre, mais au moins maintenant j'avais un chemin hors de l'enfer, vers la lumière, et pour la première fois depuis que je pouvais me souvenir, j'avais de l'espoir, l'espoir que ce que je vivrais désormais serait meilleur que ce que j'avais laissé derrière. Le processus judiciaire a suivi son cours. Mon père a été condamné à une longue peine de prison. Les preuves étaient accablantes. Le balai. Les photos, mon témoignage, ceux des médecins. Il n'avait aucune chance. Ma mère a été jugée pour complicité. Elle a reçu une peine plus légère, mais a perdu son emploi à l'école, sa réputation. Tout ce qui lui importait plus que moi, je ne les ai jamais revus, ni l'un ni l'autre. Je ne sais pas ce qu'ils sont devenus et je ne veux pas le savoir. Madame Jeanne est devenue ma tutrice légale. Plus tard, elle m'a officiellement adoptée. Elle m'a donné un foyer, une famille, un amour que je ne pensais pas possible. J'ai repris mes études. J'ai travaillé dur pour rattraper le temps perdu. J'ai obtenu mon diplôme de lycée. Je suis allée à l'université. J'ai étudié la pâtisserie. Un rêve que je n'avais même pas réalisé, que j'avais jusqu'à ce que je sois libre de rêver. J'ai ouvert mon stand de bonbons au marché de Cavaillon. D'abord petit, juste une table avec quelques fondants. Puis ça a grandi les pralines, les brittles. Les gens ont commencé à venir de loin pour acheter les bonbons de Mamie Marie. Ils appelaient ça... et chaque bonbon que je faisais était une petite victoire, une preuve que j'avais survécu, que j'avais transformé la douleur en douceur. J'ai rencontré un homme bon, nous nous sommes mariés, nous avons eu des enfants qui m'ont donné des petits-enfants et maintenant des arrière-petits-enfants. Ma vie n'a pas été parfaite. Les cicatrices ne disparaissent jamais complètement. Les cauchemars viennent encore parfois, mais j'ai construit quelque chose de beau, quelque chose qui vaut la peine. La maison jaune a été démolie il y a des années
à sa place. Ils ont construit une petite aire de jeu pour enfants. Chaque fois que je passe par là, je vois des enfants jouer, rire, libre. Et je pense que finalement, ce bout de terrain a trouvé la rédemption. Si mon histoire vous a touché, s'il vous plaît, partagez-la avec quelqu'un qui pourra en avoir besoin. Laissez un commentaire sur ce que vous ressentez. D'où vous venez. Chaque commentaire est une conversation qui continue au-delà de cette histoire. Parce que si j'ai appris une chose en ces 71 ans de vie, c'est que les êtres humains sont incroyables dans leur capacité de reconstruction, à transformer des ruines en palais, à transformer des maisons jaunes de terreur en foyers colorés d'amour. Pour vous qui écoutez, qui peut être reconnaissez un enfant montrant des signes d'abus, le silence soudain, les bleus inexpliqués, la peur constante, soyez leur Madame Jeanne, demandez, croyez, aidez. Vous pourriez être leur seule chance. Je suis Marie Dubois, victime devenue survivante, survivante devenue guerrière, guerrière devenue grand-mère, conteuse d'histoires. Et mon histoire n'est pas finie. Tant qu'il y aura un enfant qui a besoin d'entendre qu'il y a de l'espoir, tant qu'il y aura une femme qui a besoin de savoir que l'abus ne la définit pas, ma voix continuera. Parce que la liberté a l'odeur de la terre mouillée après la pluie, et après les tempêtes les plus terribles, vient le soleil le plus brillant. Jusqu'à la prochaine histoire.